retrouvons donc pour notre dernière table ronde, une table ronde qui va nous aider à prendre notre élan avant de quitter Deauville, avant de retourner à nos vies. Alors c'est évidemment un élan responsable, un élan durable. Nous allons parler urgence climatique. Alors pour reprendre les mots d'Oliver Wilde en ouverture, aujourd'hui on sait. Les messages, on les connaît. Yann Arthus Bertrand nous les a rappelés mercredi. La question aujourd'hui est que faire? Comment faire? Très concrètement. Quelles sont les actions à mener par chacun de nous dès cet après-midi? Il faut passer de la sidération à l'action, en fait. Et pour nous donner des pistes, j'ai la chance d'avoir 5 experts, 5 professionnels que je suis heureuse de vous présenter. Antoine Denoy, bonjour, vous êtes président d'AXA Climate. Alors, vous expliquerez ce que vous faites. Et vous avez un micro là, si vous voulez parler. Bonjour, merci. Anne-Catherine Husson-Traoré, bonjour. Anne-Catherine, vous êtes experte de la finance durable. Vous avez participé à des travaux à Bruxelles dont vous nous parlerez peut-être. Vous dirigez le web média Novetic, alors qui se définit comme un accélérateur de transformation durable. Autant dire qu'on est dans le sujet. Tout au bout, c'était l'ordre alphabétique, alors mais... Noam Léandri. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'ADEME. L'Agence de la transition écologique. J'allais le dire, on a oublié l'acronyme, hein, au moins là, c'est clair. À vos côtés, Sylvain Prévost. Alors Sylvain, vous avez pas mal de casquettes, je pense qu'on y reviendra, je ne vais pas toutes les donner maintenant. Mais disons pour le moment que vous êtes impliqué dans Entrepreneurs pour la planète et dans la Convention des entreprises pour le climat. Vous nous en reparlerez aussi. François Raoul Duval. François, tu es CEO d'une entreprise qui s'appelle SRCD. Je me suis trompée, je dis rien. Pourquoi j'ai pris un nom? D'accord. Tu produis et tu vends des tanins et des teintures végétaux. Je dis tout de suite, c'est une entreprise familiale, je pense que c'est important. Elle a été fondée au 19e siècle, au début et fin 19e, selon ce dont on parle. Mais tu es un représentant de la 6e génération. Oui, 6e. Et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Et on verra que si on veut une 7e, une 8e génération, il faut peut-être se poser tout à fait. Des questions bonnes sur questions. le climat. Donc j'ai dit que le constat, on l'a fait. Mais je pense qu'il est plus ou moins bien intégré. Et je voudrais peut-être qu'on commence avec ce point-là. Anne-Catherine, je me tourne vers vous pour un petit peu d'histoire, tout petit peu. J'ai l'âge de raconter des histoires. Si on fait un retour en arrière, quand vous avez créé Novetic, vous étiez une précurseuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, pourquoi vous l'avez créé à l'époque? Et comment est-ce que vous avez vu la prise de conscience autour de vous se construire? Le tout en 30 secondes. Alors en fait, Novetic a eu 20 ans en octobre 2021, moi aussi bien sûr. Et en fait, du coup, on peut vous donner très rapidement un aperçu de cette évolution extraordinairement rapide quand même, qui s'est faite sur ces 20 dernières années. Quand on a lancé Novetic, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, l'idée c'était de faire comprendre ce qui était complètement invraisemblable finalement à l'époque, qu'il y avait des phénomènes scientifiques, le changement climatique, la disparition de la biodiversité, et que ces phénomènes scientifiques avaient des impacts colossaux, non mesurés, non vus. Il y avait d'énormes éléphants dans la pièce sur l'économie et la finance. Et que déjà, il fallait comprendre ce lien entre des phénomènes macro et de la microéconomie, c'est-à-dire l'entreprise, la finance. Et en plus, il fallait effectivement explorer, faire de la recherche, changer les modèles, que ce soit assurantiel, que ce soit financier, pour comprendre, évaluer le poids de ce qui est devenu en 2015. Et c'est là où il y a eu finalement, si j'essaie de retracer très rapidement ces 20 ans, le premier choc, c'est 2008. C'est-à-dire qu'on comprend que la planète finance peut, quand elle devient folle, non seulement se casser la figure, mais surtout avoir des impacts réels dans la vraie économie, auprès des vraies entreprises. Et donc, le lien est établi déjà entre le fait que la gestion financière ne peut pas être décorrélée de l'économie réelle, parce que si elle l'est, à ce moment-là, les risques sont 100 fois plus élevés. Et donc, tout ce qui est finance durable, qui consiste à prendre en compte des dimensions
environnementale, sociale et de gouvernance, ESG comme l'a évoqué Bruno à l'étape précédente. Toutes ces données-là, toute cette analyse-là sert à comprendre en quoi, quand on analyse une entreprise, quand on analyse un actif, quand on analyse un projet, quel est son impact, en quoi effectivement il va être durable ou résilient, à quel type de risque il est exposé et à quel type d'opportunité il peut répondre. Donc à partir de 2008, il y a eu ce premier mouvement qui a pris énormément d'ampleur. Et puis en 2015, il y a eu ce choc qui a été effectivement porté par Henri de Castries, qui à l'époque dirigeait AXA, qui était de dire un monde à 4 degrés n'est pas assurable. On commence à comprendre qu'un monde à 1,5 degré, qui est celui dans lequel on est pratiquement, n'est déjà pas très assurable. Et il y a un certain nombre d'assurances qui ne fonctionnent plus, puisqu'on est déjà dans les risques avérés. Et à partir de 2015, Mark Carney a dit le changement climatique est un risque systémique pour la stabilité financière. Et en 2021, Christine Lagarde, en septembre 2021, la directrice de la BCE, la dirigeante de la BCE, a dit la même chose sur la biodiversité. Donc on est passé en 20 ans et avec une accélération manifeste depuis 2015 à l'idée qu'effectivement tous ces phénomènes scientifiques macro qui étaient déjà à l'œuvre avaient des conséquences qui sont aujourd'hui très peu cartographiées, ce qui pose évidemment de nombreux problèmes à la fois au risk management et aux assureurs. Noam, tu as vu aussi cette évolution. C'est vrai à tous les niveaux? Oui, alors on constate que les entreprises, les assureurs, le secteur financier a pris conscience quand même assez récemment, hein, je pense, c'est à l'échelle de la finance durable, de l'ESG, de toutes ces finances éthiques, on se rend compte que c'est quand même assez récent. Moi je mets le curseur à partir de la COP 21, où là vraiment on a senti une vraie prise de conscience et une vraie bascule finalement dans l'esprit des entreprises, du secteur financier. On ne peut pas ne pas prendre en compte ce risque climatique. Alors, on parle de risque, hein, mais il n'y a pas que le risque, il y a aussi les opportunités qui vont avec, hein, naturellement, parce que la croissance verte, les technologies de demain aussi, c'est des sources de croissance et de nouvelles activités pour beaucoup d'entreprises. On voit, il y en a certaines qui commencent à prendre cette transition, parce qu'il y a un risque de transition. Hein. Peut-être que c'est important de le rappeler, mais aujourd'hui, vous avez 3 risques liés au climat. Le risque physique que vous connaissez, qu'Antoine vous assure éventuellement, il pourra vous le présenter. Vous avez le risque de transition, c'est-à-dire qu'une entreprise qui est sur un secteur d'activité qui demain sera dépassé, c'est l'effet schumpeterien, hein, il y a des secteurs d'activité qui disparaissent, hein, tous ceux qui étaient dans les tractions à cheval, ils ont disparu et ça a été remplacé par des voitures. Demain, ça sera la même chose avec la voiture qui sera remplacée par autre chose certainement. Donc voilà, il y a toute cette transition qu'il faut faire aujourd'hui. Et puis après, vous avez le risque aussi de conformité, de responsabilité, notamment ça c'est pour le secteur financier, un assureur, un investisseur, une entreprise vis-à-vis de ses actionnaires, s'il n'a pas pris en compte ce risque, il peut être attaqué ensuite par les parties prenantes parce qu'il n'a pas suffisamment pris en compte des risques, et c'est ce qu'on appelle le risque fiduciaire, que vous connaissez certainement peut-être dans vos différentes activités, et qui est contrôlé par l'autorité des marchés financiers typiquement, ou également par la Banque de France, la CPR, d'où je viens. Voilà, je vous rappelle, voilà, je ne suis pas que un pro-environnemental, je ne suis pas une ONG. Moi, je suis un fonctionnaire, un responsable de la Banque de France, et j'ai contrôlé des établissements de crédit, et donc je vois très bien exactement le type de risque qu'il faut prendre ou garantir. Et je peux vous dire que quand j'allais les contrôler il y a de ça 10, 15 ans, ce n'était pas un sujet. Aujourd'hui, maintenant, c'est le sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aujourd'hui une banque, une entreprise qui vous dit que ce n'est pas un sujet. Il y a toujours une petite minorité de personnes qui vous disent qu'ils sont climato-sceptiques, de la manière qu'ils peuvent être anti-vax ou complotistes. Mais malgré tout... C'est souvent les mêmes d'ailleurs. Voilà, c'est souvent les mêmes. Mais malgré tout, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui rigole quand on parle de risque climatique. Et je pense que c'est quand même une vraie grande bascule. Et on le doit ça à l'accord de Paris. Alors l'accord de Paris, ce n'est pas que les gouvernements, hein. Au contraire, ils ont été surpris par le fait que le sujet de réorientation de la finance soit monté si haut dans l'agenda. C'est arrivé dans le premier article de l'accord de Paris. Les négociateurs français étaient même surpris que ça remonte tout en haut de l'agenda, finalement, cette question de la finance et de la réorientation de la finance. Et ça vient du secteur financier, du secteur privé, qui a poussé les gouvernements. Il y a eu effectivement Henri de Castries, il y a eu Mark Carney. On peut citer aussi Michael Bloomberg, qui ont été des acteurs finalement cette prise de conscience au plus haut niveau sur le besoin de réorienter la finance, que le business maintenant
doivent davantage prendre en compte ce risque, mais également le transformer en opportunité. Alors, petite page publicitaire, vous pouvez trouver ce petit ouvrage que j'ai commis récemment cet été, là-haut, et puis évidemment, je répondrai à vos questions si vous voulez plus d'informations à ce sujet. Sylvain, j'aimerais que tu nous racontes un peu ton parcours, parce que je pense que tu avais un profil qu'on retrouve pas mal dans cette salle, ingénieur brillant, certainement pas climato-sceptique. Enfin voilà, tu aurais pu travailler dans beaucoup d'entreprises présentes dans cette salle avec un beau poste. Et puis un beau jour, hein, tu as reçu, tu m'as parlé d'une claque. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette claque sur le climat ? Oui, on peut parler de claque ou d'électrochoc. Alors pour la petite histoire, bon, c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes, mais une des casquettes qui me tient à cœur, c'est que je suis moi aussi, donc je suis 5e génération d'une entreprise familiale, donc qui a été créée il y a plus de 150 ans et qui a été transmise de génération en génération. Aujourd'hui, on est 650 cousins, 350 actionnaires qui détenons 88% d'une société qui s'appelle Daher, qui fait plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires dans l'aéronautique. Et j'ai eu la chance incroyable, en tant que jeune Daher, au moment où je me suis intéressé à l'entreprise familiale il y a 10 ans, c'était concomitant avec le fait que ma famille, mes cousins ont décidé de rentrer dans un réseau qui s'appelle le Family Business Network, qui est une association qui permet aux entreprises familiales de partager les bonnes pratiques de gouvernance, de transmission, etc. Et il y a 5 ans, le FBN, alors, qui est présent en France, mais qui est aussi présent à l'international, le FBN international a lancé un grand mouvement autour du développement durable et ils ont invité 50 jeunes du monde entier, des Philippins, des Suédois, des Américains, des Colombiens, des Français, des Italiens. Et en fait, on représente à peu près toute la planète, à part l'Afrique qui n'est encore pas représentée malheureusement. Et on s'est retrouvés dans un séminaire de 3 jours qui était sponsorisé par Al Gore et qui était vraiment un séminaire électrochoc où l'idée était de nous faire prendre conscience en fait des enjeux notamment climatiques à l'époque. C'était vraiment très orienté climat il y a 5 ans et qui en fait à cette occasion nous a vraiment chamboulé et responsabilisé aussi. Moi, un message fort que je retiens de ce qu'on nous a dit et de ce que Al Gore nous a dit droit dans les yeux, c'est finalement quand on regarde la situation planétaire qui est assez catastrophique et assez dramatique, finalement, si ce n'est pas vous, jeunes actionnaires d'entreprises familiales, qui, au passage, représentaient 60 à 70% du PIB de l'économie quand même, parce qu'on parle beaucoup des grands groupes, etc., mais l'économie, aujourd'hui, au niveau mondial, est portée par des entreprises familiales. Si ce n'est pas vous qui avez une vision long terme, une vision transgénérationnelle, qui voulez transmettre de génération en génération, qui vous appropriez le sujet et qui le portez et qui le défendez, qui le fera à votre place, en fait. Et ça a été un électrochoc dans le sens où, en fait, tous les ingrédients étaient réunis. Moi, je l'ai vécu aussi à la Convention des entreprises pour le climat, un électrochoc assez similaire. On était au vert déjà pendant 2 jours et demi en dehors de en dehors de notre quotidien. On a eu des intervenants très inspirants. On a eu Al Gore, il était venu aussi avec son patron David Bloss de Generation Investment Management, qui est vraiment le fonds d'investissement impact, on va dire, de Al Gore. Il y avait le patron de TEDx Europe et en fait, c'était très inspirant. C'était très responsabilisant et ce jour-là, c'est vrai que moi j'ai pris une décision forte que j'ai mis du temps à appliquer, mais je ne peux pas continuer à vivre ma vie professionnelle en faisant semblant que je ne savais pas et je veux passer mon temps et l'énergie que je mets au quotidien pour travailler sur des sujets qui sont autour de cette transition écologique et cette transition sociétale. Et c'est vrai que j'ai mis un peu de temps, ça a mûri, mais aujourd'hui je suis content d'avoir réussi cette transition et d'être à fond engagé dans ma vie professionnelle sur ces sujets-là. Ouais. François, j'ai écorché le nom de ton entreprise tout à l'heure, alors je vais te laisser la présenter, nous raconter un peu ce que tu fais, et puis aussi, toi, comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser à ces sujets, à avoir une préoccupation croissante ? C'est très important ce que Sylvain vient de dire. Je pense qu'entre comprendre, nous comprenons tous, nous savons tous où on en est, et puis passer la surmultiplier et commencer à agir et à s'engager, il y a un moment, il y a une claque, il y a un choc, il y a ce qu'on veut. Alors, chez moi, Al Gore, c'est ma fille. Alors, c'est une petite question d'échelle, sans doute. Mais la conscience environnementale, je l'avais tôt. J'ai quitté un grand groupe métallurgique français à la Défense à la fin des années 90 pour une petite PME familiale qui, à l'époque, faisait du négoce de produits tropicaux végétaux, bien sûr, et puis un petit peu d'extraction. Et j'ai orienté progressivement le business model vers l'amont. Et donc, la question des arbres, la question des ressources, la question de la durabilité, etc., a commencé à se poser. Et donc, on a acheté des terres au Nicaragua pour commencer à planter des bois
qui sont destinés à être coupés un jour, et donc on replante, etc. Et donc je plante aujourd'hui des arbres que moi je ne verrai jamais, utiliser. Et puis on est allé plus loin dans la diversification, et puis il y a eu la partie Burkina où on utilise des tanins, où on transforme des tanins. Je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure. Et donc là, progressivement, est venue l'idée, oui, c'était les années, c'était il y a 5-6 ans aussi, je me suis dit, tiens, bilan carbone, il faudrait peut-être commencer à y réfléchir, pourquoi pas. Et puis je me suis dit, bon, pour assurer l'auto-approvisionnement, on a commencé à planter quelques arbres, mais on parle de quelques centaines, quelques milliers. Et puis un soir à table, je dis à mes enfants, le père très fier, il dit, je pense qu'on doit être neutre en carbone comme ça. Et ma fille m'a regardé dans les yeux, comme Al Gore, et elle m'a dit, mais papa, tu te fous de notre gueule. Ma fille peut être un peu comme ça quand elle est en colère. Tu te fous de notre gueule. T'es neutre en carbone, et le carbone de l'année dernière, et le carbone d'il y a 10 ans, et le carbone de ton prédécesseur, qu'est-ce que t'en fais? Et là, je me suis rendu compte qu'elle avait complètement raison. Et que la neutralité carbone, c'est une expression que j'aime pas du tout, parce que ça cache un objectif qui est un peu comptable, et qui n'a pas de vie dedans. Et donc, il faut aller... Donc depuis, on a passé la surmultipliée pour le coup en termes de plantation, et on fait vivre des communautés, on fait vivre des écoles, on donne du boulot, des revenus bien entendu, on fixe des populations, donc on évite l'exode rural, et en plus, ce qui est magique avec nos arbres, c'est qu'ils repoussent le désert. Si vous avez entendu parler de la Grande Muraille qui va du Sénégal à la Somalie, ce sont des arbres comme les nôtres qu'ils plantent, et donc on en a planté nous 300 000 l'année dernière. Ce sont des arbres qui repoussent le désert, qui permettent de faire de l'agriculture, qui permettent de l'élevage, qui apportent l'eau, et qui donnent des fruits qui servent à SRD. Mais donc, on est là, et aujourd'hui, la question de la compensation, le carbone, etc., c'est devenu secondaire par rapport à l'objectif de faire fructifier tout ça et d'aller aussi loin que possible, dans l'idée qu'il faut rattraper, sinon rattraper, il faut en tout cas freiner l'évolution qu'on connaît. Antoine Denoy, on a vu un peu de chronologie. Alors j'ai envie de dire que Axa Climate se place bien dans cette chronologie. Quand est-ce que vous avez été créé? Pour quel objectif? Alors déjà, beaucoup d'humilité par rapport aux chemins qui ont été décrits, notamment aussi incarnés concret que le précédent, donc bravo. Le chemin d'Axa Climate, très rapidement pour en venir aussi au sujet de la science et du climat, nous on s'est lancé il y a 3 ans en se disant que notre mission c'était d'aider les grandes entreprises, donc plutôt des entreprises cotées, leur adaptation climatique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au début, on s'est dit ça va passer par de l'assurance, parce que c'est notre ADN, nous, AXA. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que la priorité dans les entreprises, c'était la prise de conscience et la formation. Et là où je vous rejoins, c'est que je pense que la prise de conscience de type fresque du climat, reportage sur Netflix, je pense qu'elle est maintenant mass market. Elle a imprégné beaucoup d'entre nous et beaucoup des grandes entreprises et des gens à qui on parle dans ces grandes entreprises. Notre conviction chez AXA Climate, c'est que c'est maintenant l'étape d'après où il faut aller, et l'étape de la finesse. Et la grande révolution culturelle des grandes entreprises, elle se joue vraiment sur la compréhension du vivant. Parce que quand on parle d'adaptation climatique, on ne parle pas simplement de mettre des barrières contre l'inondation sur nos actifs physiques. On parle finalement d'une relation d'harmonie avec le vivant. Et ce vivant, c'est le vivant naturel, évidemment, la biodiversité, les émissions de gaz, les polluants, mais c'est aussi l'intégration du vivant humain, des collaborateurs, des parties prenantes, des associations, des communautés. Et l'intégration du vivant, ça nécessite de le comprendre, ce vivant. Et la clé de compréhension du vivant, c'est la science. Et pour moi, c'est vraiment la grande rupture culturelle en termes de compétences pour les entreprises, qui était, pour caricaturer pour les plus grandes d'entre elles, dans une logique très financière, donc une vraie maîtrise du KPI financier, du process, des opérations, de l'efficacité. Et là, la vraie rupture, c'est qu'il faut que ce soit un département de finance, un département de RH, eh bien, on s'éveille à la compréhension scientifique du monde qui nous entoure. Alors, c'est des choses très très simples. Quand on parle de biodiversité, de quoi parle-t-on? Si on réduit la biodiversité aux petits oiseaux, on a manqué l'essentiel. Quand on parle de climat, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est qu'une compensation réussie, une compensation non réussie? Et donc pour ça, en fait, il faut mettre les scientifiques dans l'entreprise. Et ça, on s'en est rendu compte assez rapidement. Et je terminerai sur la façon dont on l'a opéré. Le scientifique est dur à digérer pour une entreprise. Il est dans son univers, il est souvent d'ailleurs en silo dans son expertise. Et donc il y a un vrai enjeu de pédagogie pour que la science se mette au niveau des plus opérationnels dans l'entreprise.
et donc à un niveau très local. Mais je terminerai en disant, parce que je ne m'adresse pas au risk manager, je m'adresse à plutôt d'autres fonctions, mais une fonction RH par exemple, son métier doit changer avec ce qu'on a décrit. C'est-à-dire que les jeunes générations, si on veut continuer à recruter des talents, il va falloir qu'une entreprise un recruteur puisse parler de sa raison d'être, de l'engagement de son entreprise, avec une vraie nuance, une vraie finesse pour traiter des objections de nouvelles générations. Si je me place du côté, si je travaille dans un secteur financier, dans un département de finance, je ne peux pas faire sans comprendre toute cette couche de reporting qui commence déjà à me tomber dessus, notamment une régulation européenne, qui va m'obliger, moi entreprise, à publier beaucoup de rapports extra-financiers sur mon activité. Donc connaissance du vivant, nécessité de la science, une science fine appliquée, pour moi c'est vraiment ce qui va permettre de faire en sorte que chacun prenne ce sujet dans les grandes entreprises et finalement bouge les lignes. Sur la connaissance la connaissance approfondie, j'ai envie, Sylvain, que tu nous parles peut-être de la Convention des entreprises pour le climat. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça fonctionne? Et est-ce que tu ressens ce besoin de formation? Oui, je vais partager aussi modestement l'expérience que je vis. Donc, la Convention des entreprises pour le climat, c'est un mouvement qui a été inspiré de la Convention citoyenne pour le climat qui avait été lancée par Emmanuel Macron en 2019, je crois. Et en fait, c'est un cadre dirigeant dans une entreprise qui s'est dit, mais c'est génial qu'on fasse ça au niveau des citoyens, mais en fait, on voit que les entreprises sont le principal vecteur de transformation. Il est temps qu'on fasse un peu le même chose, le même travail, et qu'on teste ça avec des dirigeants. Et donc, c'est un projet qui est assez incroyable parce qu'en l'espace de 1 an, ils ont monté le projet. Et là, on a démarré en septembre, c'est porté par une équipe de 70 bénévoles. Moi, je me suis infiltré dans les équipes très opérationnelles parce que je suis facilitateur de ce qu'on appelle un camp de base, où en fait, je suis un groupe de 20 dirigeants. En fait, la CEC, c'est 150 entreprises de tous les territoires, de toute taille et de tout niveau de maturité en termes de transition écologique, qu'on met ensemble dans un programme qui dure 9 mois, 6 sessions de 3 jours. Allez vous amuser à convaincre des dirigeants de mettre tout ce temps-là, parce qu'en fait, on prend les DG et ce qu'on appelle les Planet Champions, qui sont en fait les Chief Transformation Officers de la RSE, et on les incite à suivre un programme qui se veut transformant, et on espère que ça serve de proof of concept et qu'on puisse le démultiplier à grande échelle. Et ce que je note, alors on en est en plein milieu aujourd'hui, hein, on va attaquer la 4e session sur 6 à Marseille en mars, c'est que finalement, moi, ce que je retiens notamment, c'est cette première session qui était une session électrochoc, où dans la salle, on avait des dirigeants qui sont globalement quand même plutôt bien sensibilisés, qui ont accepté de venir passer 12 à 18 jours de leur agenda très chargé pour participer à cette convention, et qui, malgré ça, ont pris une claque, mais phénoménale, avec des conséquences de radicalisation derrière qui sont assez bluffantes pour moi, qui n'en espérais pas tant de cette convention. Et moi, le sujet qui me reste, c'est finalement, je reviens sur ce que tu disais, Antoine, il y a un sujet de formation. Si on n'a pas passé 20 heures sur le problème, vous n'avez pas compris le problème. Et si on n'a pas compris le problème, ne pensons pas qu'on va trouver des solutions. Et donc pour moi, il y a un sujet majeur de formation, d'abord au sujet de ce que c'est que le développement durable, qu'est-ce que c'est qu'une économie durable et qu'est-ce que c'est qu'un modèle de développement durable pour les générations au niveau planétaire. Et une fois qu'on a compris ça, qu'on a passé 20 heures, c'est que le début en fait, parce qu'il faut tout réinventer derrière. Donc il faut tout réapprendre, et là c'est des heures et des heures de formation pour réinventer tous les métiers. Donc pour moi, la formation c'est le numéro 1, et le message numéro 2 qui ressort, et encore une fois on n'en est qu'au début, ou à la moitié de la CEC, c'est réinventer la manière de compter. Arrêtons de penser qu'en fait les indicateurs financiers qu'on a reflètent exactement le sentiment de progrès qu'ils sont censés représenter. Et donc nous, on est un fervent défenseur de la notion d'impact, où il faut réapprendre à mesurer les impacts. Demain, ça pourrait finir en comptabilité extra-financière ou en comptabilité intégrée. J'espère que demain, la finance intégrera totalement ces éléments, mais on ne peut pas continuer à dire que quand on fait, quand on pollue les sols et quand on envoie du CO2 dans l'atmosphère, c'est rentable, on paye des dividendes, et qu'en parallèle, quand on essaye de faire les choses bien, ce sont des business pas rentables. Donc voilà, moi je pense que le conclusion, c'est qu'il y a tout à refaire. C'est juste, alors on a un monde fantastique qui s'ouvre à nous, parce que là, pour le coup, il n'y a pas un secteur qui n'est pas à réinventer et pas un métier qui n'est pas réinventé. Donc c'est un défi qui est fantastique, mais il faut qu'on se l'approprie, quoi. Anne-Catherine, comment est-ce que vous comptez et comment est-ce qu'on compte à Bruxelles? Je voudrais que vous nous en parliez un peu aussi. Alors, effectivement, on sent bien que les applaudissements étaient plus ou moins nourris pour Sylvain, qui a effectivement appuyé exactement là où il faut appuyer, c'est-à-dire qu'on est le côté... il faut se dire qu'aujourd'hui, on a en général une claque à un moment donné en disant « Ah oui, c'est beaucoup plus grave que je ne l'avais imaginé », d'autant plus que médiatiquement, les sujets ne sont pas portés. Donc, mais une fois qu'on a fait ça, il faut avoir en tête que ce que vient d'expliquer Sylvain est non seulement vrai, mais qu'en fait, on a énormément d'outils d'analyse et de choses qui se construisent. Et la première des choses importantes quand on est européen, c'est de se dire qu'en 2017,
la Commission européenne a convoqué un groupe d'experts en leur disant, dont j'ai fait partie, dont j'ai le grand honneur d'avoir fait partie, on était 30, et ils nous ont dit, vous avez une page blanche, vous devez nous réinventer le système financier pour qu'il soit durable, et pour qu'il y ait un modèle économique durable, un modèle financier, l'Europe soit le premier continent non seulement neutre en carbone, mais aussi avec une logique de modèle durable, non pas au sens que vert, mais au sens résilient du terme. C'est-à-dire qu'on réduise au maximum nos impacts négatifs et on maximise au maximum nos impacts positifs. Alors, et on part de la finance, pourquoi? Parce que, comme on l'a évoqué, finalement, dès 2015, il y a eu une prise de conscience dans le secteur financier que le modèle allait dans le mur, d'un point de vue financier, d'un point de vue économique, parce qu'on n'allait pas pouvoir le tenir très longtemps comme ça. Les dégâts de pollution des sols, climatiques, de déchets. On est aujourd'hui un système de production qui génère des déchets qui en plus sont tous à peu près extrêmement polluants, qu'on ne gère pas du tout, côté plastique, côté électronique, etc. Donc du coup la logique c'était de se dire on commence par un plan d'action financier avec une logique, une colonne vertébrale qui est la taxonomie, c'est-à-dire un référentiel d'activité verte qui devait être homogène à l'échelle de l'Europe et qui définissait ce qui était vraiment vert, avec une logique de 1, définir le cap de ces activités durables, 2, de définir comment ensuite ceux qui voulaient vraiment flécher des actifs financiers verts suivaient cette taxonomie. Alors j'imagine qu'on reviendra sur les débats politiques du moment, mais c'était ça l'idée. Et à partir de là, on plug un certain nombre d'autres outils, des indices adaptés, et surtout on oblige les investisseurs institutionnels à discloser, à publier des informations sur la façon dont ils gèrent leurs risques climatiques, sur les types d'actifs qu'ils ont investis dans le vert. Alors ça, c'est pour les investisseurs. C'est une réglementation avec un acronyme qui ressemble à l'entreprise de monsieur, c'est-à-dire SFDR, pour Sustainable Finance Disclosure Regulation. Et côté entreprise, au début, l'idée, c'était de ne pas toucher à une directive qui s'appelle la Non-Financial Reporting Directive, qui en français s'est traduite par la déclaration de performance extra-financière. Et au début, la Commission nous a dit, attendez, on ne va pas toucher à ça, ça fait déjà 3 ans de négo, c'est pas possible. Et puis, ils se sont rendus compte qu'en fait, on ne pouvait pas déployer ce dispositif côté investisseur si eux n'avaient pas la data venant des entreprises. Et donc, la logique dans laquelle on est en ce moment, c'est de faire passer du système de NFRD à Corporate Sustainable Reporting Directive, c'est-à-dire CSRD, qui veut dire quoi? Qui veut dire qu'aujourd'hui, dès 2023 en principe, voire 2024, les grandes entreprises, mais on l'étend le dispositif, dont 50 000 entreprises européennes, avec un système adapté entre les grandes et les petites entreprises, vont devoir expliquer, publier de la donnée sur... Alors, je vais essayer de ne pas être trop technique sur ce qu'on appelle la double matérialité ou les principal adverse impact, c'est-à-dire la façon dont, par exemple, le risque climatique impacte l'activité de l'entreprise, mais aussi en quoi l'activité de l'entreprise aggrave ou non le risque climatique, par exemple, mais pas que. Et donc, il y a une logique qu'évoquait Sylvain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le type de reporting qui va être entendu, la notion même du mot financier, extra-financier va disparaître, puisque l'idée, c'est que finalement, ce qu'on doit savoir de l'entreprise, c'est qu'évidemment, elle est solide sur un plan financier, mais qu'aussi, elle est à la fois consciente et elle mesure les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance qu'elle va avoir sur ses métiers et qu'elle les anticipe par des stratégies adaptées, et que sa stratégie consiste bien, encore une fois, à maximiser ses impacts positifs et à minimiser ses impacts négatifs. C'est une révolution majeure qui est déjà en cours et dont aujourd'hui on a un très petit pourcentage d'entreprises qui ont bien compris le sujet et qui peuvent s'appuyer. Donc tous les travaux, par exemple, que Novetic publie, c'est déjà un moyen d'essayer de ne pas paniquer en se disant mais comment je vais faire? Et puis il y a évidemment beaucoup de spécialistes qui se sont installés depuis. Antoine, alors sur ça, je me permets un petit déclic, parce que j'ai un déclic personnel, donc je me dis, par éclat, par élan de générosité, je peux essayer d'en témoigner, de le partager. Sylvain prononce un mot, impact. Il y a une vraie différence entre l'output et l'impact, et ça c'est fondamental. Et toutes les boîtes sont sur une logique d'output, et l'output c'est des résultats très autocentrés. Donc par exemple, une entreprise va vous dire, pour dire qu'elle fait du bien à l'environnement, j'ai formé tant de collaborateurs à la sustainability. Ça c'est de l'output. Elle va vous dire, j'ai économisé tant d'eau. Ça reste de l'output. Elle va vous dire, j'ai évité tant d'émissions de particules polluantes. Ça reste de l'output. L'impact oblige à tirer le fil jusqu'à le bénéfice ou le désavantage pour quelqu'un qui sort de l'entreprise.
que ce soit une communauté, une nature, mais sortir de l'entreprise. Et donc il faut absolument s'obliger, et ça on va le faire même individuellement, et c'est très exigeant, à tirer le trait de tout ce qu'on communique en termes d'output dans l'entreprise jusqu'à l'impact pour quelqu'un qui est hors dehors de l'entreprise, le client, la communauté, la nature. Et si je reprends 3 secondes les exemples que j'ai donnés, au lieu de dire je fais des choses bien en sustainability parce que j'ai formé tant de collaborateurs à la sustainability, dire quel est l'impact final sur leur employabilité à ces salariés. Au lieu de dire je fais des choses bien parce que je verse tant de salaires dans tel pays émergent, intégrer le niveau de vie nécessaire pour ne pas tomber dans la trappe aux pauvretés du pays en l'occurrence, pour regarder la capacité concrète de ces salaires à aider les gens à sortir de la pauvreté. Au lieu de dire j'ai économisé de l'eau dans telle région du monde, pousser l'exercice jusqu'à comprendre dans cette région quel impact ça a eu sur les ressources en eau au total, et donc la capacité des populations locales à continuer à avoir de l'eau potable. C'est fondamental, ça marche même personnellement. Quand par exemple vous voulez faire un régime, quand vous raisonnez en output, vous dites je vais courir tous les jours. Quand vous raisonnez un impact, eh bien, vous pesez à la fin votre bien-être. Et ça change tout. Donc je prends un exemple peut-être un peu maladroit, mais pour vous montrer que cette logique d'output et d'impact, c'est un vrai déclic à la fois personnel et professionnel. Quand on voit les choses à l'aune de l'impact, on voit les choses très différemment de la manière dont on les vit au quotidien de l'entreprise. Oui, Anne-Catherine. Juste un micro-exemple pour expliquer ce que vient de dire Alexandre. Le cuivre... Antoine, mais c'est pas grave. Pardon. Antoine, je ne sais pas pourquoi. Pardon, Antoine, donc. J'ai très mal pris l'impact, c'est ma extrême susceptibilité, voilà, impact, profond malaise. Misunderstanding, enfin bon, on vous passe les détails. Non, sur le cuivre, le producteur, 25% du cuivre mondial est fait au Chili, est produit au Chili, et on en a besoin pour la transition énergétique, entre autres. Et en fait, il y a une sécheresse absolument délirante dont personne ne parle en France, qui est en Amérique du Sud, et qui fait qu'aujourd'hui, la question de l'eau au Chili se pose entre population et extraction du cuivre. Donc, le ministère de l'Environnement chilien a pris un arrêté pour stopper la production de cuivre parce qu'elle est insoutenable, parce qu'effectivement, il faut arbitrer entre production de cuivre et consommation humaine. Donc, c'est le type de choses dont on parle aujourd'hui et elles sont déjà là, elles sont déjà concrètes. Et si on n'a plus de cuivre, on ne pourra pas faire le passage au tout électrique tel qu'on le conçoit aujourd'hui en Europe, par exemple. Noam, comment est-ce que l'ADEME intervient pour passer de l'output à l'impact ? Ah bah ça, je vais vous l'expliquer et on est là justement exactement pour vous accompagner. Je voyais une question qui s'affichait à l'écran, qui a dû être posée par quelqu'un sur le smartphone, je ne sais quoi. Quel est le rôle des risk managers là-dessus? Moi, j'ai envie de vous dire, d'abord, c'est peut-être de foutre la trouille à tous vos collègues. Je suis désolé, mais il faut en passer par là. Je pense qu'il y a un moment, il faut que tout le monde, pour prendre conscience, il faut un moment qu'on ait peur, parce que sinon, ça paraît trop lointain, c'est la génération future, etc. Moi, j'ai envie de vous donner un exemple. Est-ce que vous avez une idée, si on imagine que la planète, c'est la taille d'un ballon de football, quelle est l'épaisseur de l'atmosphère au-dessus de ce ballon de football? Est-ce que c'est 1 cm, 10 cm, 1 mm? Est-ce que vous en avez une idée? C'est à peine 1 millimètre, cette atmosphère. Donc ça montre à quel point on est fragile, c'est ce qui nous sépare, ce millimètre finalement, du vide intersidéral. Et donc on a vraiment besoin de prendre conscience et de prendre soin finalement de cette toute petite couche qui nous sépare du vide, et c'est pas grand-chose finalement. Et ça, par contre, tout ce qui se passe à l'intérieur, ça nous affecte au quotidien. Anne-Catherine parlait des sécheresses, mais on voit toutes les catastrophes naturelles qui ont lieu à travers le monde tous les ans et qui vont en grossissant, et vous le savez, puisqu'il y a pas mal d'assureurs dans la salle, et vous avez parlé des tarifs des assurances tout à l'heure, donc je crois que vous le soyez aussi. Très bien. Donc effectivement, l'ADEME, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous aide. Elle vous accompagne à transformer finalement ce risque en opportunité, en changement. On a différents types d'accompagnement qu'on propose aux entreprises, mais également aussi au secteur financier, pour mieux anticiper tous ces risques. Tout d'abord, on va aider les entreprises à faire des diagnostics pour voir où est-ce qu'ils peuvent dégager finalement des économies sur leur flux, l'eau, la consommation d'eau, d'énergie, les déchets qui sont produits. On s'est rendu compte que finalement, simplement en changeant les process, une PME peut gagner 50 000 € par an, simplement sans investissement, simplement en changeant sa façon de faire, en tenant mieux en compte, prendre en compte simplement tous ces effets de consommation. Et avec des investissements, effectivement, on peut aller encore plus loin. Donc c'est là où l'ADEME intervient, avec des subventions, des expertises aussi qui peuvent être produites pour vous aider finalement à voir où est-ce qu'il y a le plus d'intérêt. Et puis avec Bpifrance, la Banque publique d'investissement, on a aussi des accélérateurs qui peuvent vous encourager, vous aider à aller plus vite, plus loin, encore dans des changements de paradigme également pour vos process ou quand vous avez des projets un peu innovants. Donc on est là, le financeur, on a plus d'1
milliards d'euros de subventions par an qu'on accorde aux entreprises, notamment dans le plan de relance, dans le plan d'investissement France 2030, là, qui vient d'être lancé il y a quelques jours. On a un des opérateurs de tous ces financements, de toutes ces aides qui peuvent vous accompagner, mais on est aussi toute une source d'expertise dans laquelle vous pouvez puiser. Et donc, il ne faut surtout pas hésiter à venir nous voir. Nous avons des directions régionales ici en Normandie. J'ai vu son directeur régional tout à l'heure, hier. Et donc, vous avez dans toutes les régions de France des interlocuteurs pour accompagner les entreprises. Et puis, au niveau national, on aide aussi le secteur financier. On l'accompagne à prendre en considération ce risque pour pouvoir aussi changer de modèle, changer de paradigme. Tout ce qui est autour du stress test avec la CPR, ça doit parler aux assureurs. Tout ce qui demain sera peut-être dans la réglementation bâloise ou de solvabilité, solvency. Tout ça, ça va jouer et ça va être pris de plus en compte. D'ailleurs, vous avez vu, on a parlé de Christine Lagarde, période de biodiversité, mais surtout au mois de juillet, elle a annoncé que maintenant le risque climatique serait pris en compte dans la politique monétaire. Donc ça veut dire que demain, une entreprise qui n'aura pas pris le tournant de la transition écologique, qui ne sera pas bien cotée, parce que la Banque de France, dans sa base FIBEN, maintenant va intégrer aussi ce risque. Une entreprise ne sera pas bien cotée, ne sera plus éligible aux opérations de refinancement de la Banque centrale. Donc ça veut dire que peut-être demain, vous serez plus finançable, ou en tout cas à un taux beaucoup plus important. Donc vous voyez ça avec les polices d'assurance aujourd'hui. Demain, ça sera aussi sur les notations de crédit. Et donc ça va changer quand même complètement la donne. D'où l'intérêt de se dépêcher aussi, de ne pas être le dernier à le faire, parce que le dernier, ça sera celui qui disparaîtra. Il y a une question que je vais vous poser à tous. Le risque n'est-il pas qu'on s'adresse à des chefs d'entreprise déjà convaincus? Comment convaincre tous les autres? Et avant de vous la poser globalement, j'ai envie de demander à François, comment tu es convaincu? Tu nous l'as démontré. Comment tu fais pour convaincre tes salariés, tes employés, ton COMEX? Merci Cécile de cette question. La réponse est que je n'y arrive pas. Je n'ai pas le talent de Sylvain. Moi, je suis plus un ermite qu'un grand prêcheur, et du coup, j'ai énormément de mal. Juste un exemple, ça fait 5 ans qu'on a une borne de recharge pour les véhicules électriques dans la boutique. Ça fait 5 ans que je leur dis, la consommation de votre voiture, c'est l'entreprise qui la prend en charge, dès lors que vous passez l'électrique. Et ça fait 5 ans que personne n'est passé l'électrique. Donc, à la machine à café, on parle du prix de l'essence, mais pour autant, ma conviction à moi, j'ai pas réussi à la transmettre et en tout cas à les motiver. J'ai pas la réponse à ta question. Je suis très mauvais là-dedans. Il faut faire un grand roadshow de Sylvain, mais au-delà de ça, en fait le problème qu'on a aujourd'hui, c'est 1, de dire que c'est de la conviction, et 2, de penser que c'est une histoire d'éco-gestes. Honnêtement, toutes les études montrent que si tout le monde faisait tout bien, passait à la voiture électrique, arrêtait de laisser couler l'eau quand il se lave les dents, faisait pipi sous la douche et autres joyeusetés, eh ben on aurait adressé au mieux 25% du problème. Donc les 75% restants sont bien sûr les plus importants, les plus systémiques, et ça passe par le changement de modèle de production, de consommation, le changement de modèle financier sur l'analyse financière de ce qu'est le risque crédit, par exemple, sur les indicateurs, etc. Et ça, du coup, c'est pas une question de y croire ou pas y croire, c'est une question de regarder la bonne façon, d'analyser, de passer au crible son modèle économique pour se rendre compte de ce qui coûte vraiment, qui n'est pas dans les bilans, qui n'est pas dans la comptabilité aujourd'hui, qui peut venir, je reprends mon exemple du cuivre, si vous n'avez plus de cuivre, vous pouvez fabriquer toutes les voitures électriques de la Terre, il y a un moment, regardez aujourd'hui, on n'a plus de microprocesseurs, pour des raisons similaires. Hein. On a un seul gros fabricant qui est taïwanais, et lui aussi, il a été confronté à une sécheresse colossale, et il faut énormément d'eau pour fabriquer des microprocesseurs, comme des verres de lunettes, comme un certain nombre de choses. Donc le risque eau, par exemple, pour énormément de métiers industriels, est aujourd'hui non cartographié. Quand vous produisez en Chine, la plupart des grands fleuves chinois sont morts, donc vous ne pouvez pas utiliser l'eau des fleuves, donc les usines sont obligées d'installer des systèmes d'eau intégrés, enfin au sens circuit fermé. Donc c'est ça la réalité dont on parle. Quand on est obligé en tant que producteur de devoir installer ce type de système, vous imaginez le coût que ça représente. Donc si vous calculez vos business plans en intégrant ces bonnes données-là, ça change tout. Alors vous pouvez avoir la logique de prix du carbone sur les business plans, qui doivent évidemment être élevés. Vous pouvez avoir la logique du prix de l'eau, vous pouvez avoir un certain nombre de choses qui vous permettent de comprendre à quel point votre modèle économique peut être extrêmement fragile sur des choses que parfois vous n'avez même pas vues. Et c'est ça
Donc c'est ça la démonstration, en fait, plus que la conviction. C'est-à-dire de dire, aujourd'hui, on est dans un modèle pas durable pour une raison très simple, c'est qu'en gros, on a 9 limites planétaires sur un plan scientifique, on en a dépassé 5. Donc rien que ça devrait normalement nous ramener à l'idée que ce n'est pas durable, ce n'est pas résilient, et donc il faut que j'arrive à cartographier et comprendre ce qui dans mon modèle économique ou ce qui dans mon modèle financier ne tient pas compte de cette cartographie-là. Si vous l'intégrez, prenons l'exemple d'une grande entreprise qui est L'Oréal en l'occurrence, ils ont lancé en juin 2020 une stratégie de transformation totale de leur modèle basée sur les limites planétaires, qui est un travail fait par l'Institut Stockholm de résilience. Et donc, à partir de là, ça veut dire changer tout leur métier, ça veut dire changer leur approvisionnement, changer leur packaging, changer leur logique de production dans le monde entier pour beaucoup plus relocaliser la production, etc., etc. Et donc, c'est choisir un cadre qui est faire une sorte de rétro-planning et justement mesurer quel est réellement l'impact, au sens, on y revient toujours, l'impact de son modèle et les risques auxquels on est confronté maintenant. François. Oui, je voulais juste souligner, renforcer ce que vous venez de dire. Ça commence, au-delà de la prise de conscience, je pense que l'action commence à la mesure. On ne peut rien faire si on ne mesure pas. Ça commence, c'est tout bête, mais ça commence par un bilan carbone, ça commence par des ACV, ça commence par ce genre de choses. Si vous ne mesurez pas, si nous ne mesurons pas, on ne peut rien faire. Oui, il faut compter pour compter. C'est-à-dire, pour pouvoir compter, il faut être compté. C'est ce qu'on dit en général en statistique. C'est l'intérêt de la taxonomie, en fait. La taxonomie, c'est né, puisque tout le monde en parle, personne ne sait ce que c'est, mais c'est rien de plus qu'une nomenclature, c'est-à-dire dire ce qui est vert, ce qui n'est pas vert. C'est pas performatif, ça ne va pas changer quelque chose. Si on vous dit aujourd'hui vous êtes dans un emploi vert ou vous n'êtes pas dans un emploi vert, ça ne va pas vous changer grand-chose. Par contre, la question, c'est ensuite s'il y a des politiques publiques, des réglementations, des règles qui sont appliquées à partir de cette nomenclature, cette taxonomie, là, ça va changer les choses. Et donc, c'est l'importance aujourd'hui de pouvoir commencer par compter ce qui est ou pas dans le vert. C'est la première étape, celle qui va vous être demandée très rapidement à travers toute la réglementation sur la transparence, le reporting, qui va se durcir, qui va se renforcer là, au fur et à mesure des années. Mais également aussi parce que le secteur financier, les actionnaires, les fonds d'investissement vont demander à chaque entreprise aussi de faire du reporting dessus pour l'anticiper justement, toutes ces réglementations. Et après, demain, une fois qu'on saura si vous êtes vert ou pas, vous allez voir s'il y a une différence de traitement qui va être faite, parce qu'il y aura une discrimination qui va s'opérer par la fiscalité, par les choix des investisseurs, par la réglementation qui va être durcie dans tel ou tel domaine à travers cette taxonomie. Donc taxonomie, première étape, savoir si on est dedans ou pas, qu'est-ce qui est à l'intérieur ou non. Et demain, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquences concrètes. D'où l'importance de commencer à rentrer dans cette taxonomie qui fait quand même quelques centaines de pages. Ce n'est pas limpide comme de l'eau de roche, hein, ça prend un petit coup d'investissement. Et je pense que vous avez tous intérêt maintenant à commencer à ouvrir ce document qui n'est pas passionnant. C'est vrai que vous n'allez pas, c'est pas un roman de gare. Mais en tout cas, il y a quand même besoin d'investir aujourd'hui dans cette lecture pour pouvoir savoir si vous êtes dedans ou non. D'où l'importance des données. Sylvain, comment la jeune génération peut aller taper du poing sur la table? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faut bouger l'ancienne génération ou est-ce que c'est pas une histoire d'âge? Moi, j'ai pas envie de rentrer dans un sujet générationnel, parce que je pense pas que c'est un sujet générationnel, même s'il y a une tendance de fond qui fait que, je le vois, moi je regardais une conférence sur Internet il n'y a pas longtemps, les élèves de Centrale, l'école où j'étais il y a 15 ans, apprennent des choses que j'ai pas appris et qu'on n'apprend plus, et que du coup, il y a une tendance naturelle aujourd'hui à ce que la jeune génération soit un peu plus sensibilisée, et on sent bien dans les statistiques qu'elles sont un peu plus préoccupées et qu'elles vont nous bousculer. Donc je pense qu'il y a un sujet générationnel, mais il n'y a pas un conflit générationnel. Je pense qu'il y a un sujet de... voilà. Enfin, en tout cas, j'ai pas envie de l'apporter par ce côté-là, même si je pense qu'on a un vrai rôle à jouer et sur comment faire bouger les choses. Après, je ne sais pas si je vais répondre complètement à la question, mais c'est vrai qu'il y a plein de questions qui s'affichent, qui sont passionnantes aussi ici. Mais moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que déjà, il faut taper par le haut. C'est-à-dire qu'il faut attaquer les directions générales. Et il faut, comme le montre la CEC, qu'il y ait une formation massive de nos dirigeants. Et ça, c'est la première chose qui est essentielle. Mais en fait, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas, parce que moi, je le vois, la CEC, on a formé des DG, mais avec un niveau de formation qui est stratosphérique. Ils sortent de là, ce sont des extraterrestres par rapport à leur COMEX. Et ils nous disent, mais comment je fais derrière pour embarquer mes équipes avec un équilibre qui est toujours compliqué, avec ce sujet de la planète, mais en même temps, tu veux que je fasse des profits, c'est quoi mon rôle? Et il y a un sujet d'équilibre qui est vraiment pas évident pour les directions générales. Et je pense qu'il y a une question sociétale
final fondamental à se reposer, c'est quoi la responsabilité sociale d'une entreprise en fait? Est-ce qu'on est toujours en 1970 où en fait le sujet c'est de rendre des profits à ses actionnaires, qui est quand même une des raisons pour lesquelles on a été embauché et il faut faire du profit. On a évolué en RSE avec tout cet enjeu ESG où quand même on se rend compte que l'entreprise elle n'est pas hors sol et il faut se préoccuper un tout petit peu des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est toujours la fin, finalement, l'argent et l'objectif et on essaye de limiter nos impacts? Ou est-ce qu'il faut se reposer la question, la responsabilité sociale d'une entreprise, c'est de nous aider en tant que civilisation à passer une étape et à réussir cette transition et qu'on switch un petit peu, remettons l'impact au cœur du sujet des entreprises et faisons de l'argent un moyen et pas une fin. Et de toute façon, on n'aura pas le choix. C'est là où c'est super sympa. C'est qu'aujourd'hui, il y a un alignement qui est en train de se créer entre la notion d'impact et la notion de performance économique. Qu'on le veuille ou non, c'est là qu'on va. Donc autant y aller vite. Parce que comme ça, on s'économise 2-3 sujets. Et donc pour moi, le sujet, il est là. Et pour répondre à la question, oui, tous les DG aujourd'hui devraient avoir 20 heures de formation, pas que, leurs COMEX aussi et leurs administrateurs aussi. Et ensuite, peut-être le top management, etc., etc. Il y a un sujet de massification de la formation qui est vraiment fondamental. Antoine. Alors, j'ai l'impression de faire l'exégèse un peu de Sylvain, mais il y a un mot que tu as prononcé qui est hyper important, qui est la raison sociale, la raison d'être. Et ça, pour répondre à la question de comment on bouge une grande entreprise, c'est une conviction qu'on a incarnée vraiment en profondeur chez Climate, chez AXA Climate, c'est que c'est par la raison d'être collective. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de voir le sujet qui nous attend. Il y a une manière défensive qui est de dire on digère de la réglementation un peu de type taxonomie, on fait de l'analyse de matérialité, on est défensif, et on aboutit finalement à des communications corporate qui donnent lieu à du greenwashing, en perception de chez beaucoup, qui est de dire globalement ils ont 15 000 indicateurs pour dire qu'ils font du bien dans le monde, et on ne s'y retrouve pas vraiment. Et ces entreprises qui communiquent ainsi n'ont pas forcément résolu le problème de l'engagement de leurs collaborateurs et de la vie dans l'entreprise. La vraie conviction, c'est qu'il y a une approche positive qui est finalement la clarification de ce qu'on appelle une raison d'être collective. Là, désolé de faire un peu de philosophie de comptoir, mais c'est les derniers mètres de l'AMRAE, donc je me laisse tenter. On a tous une raison d'être. Le sol a une raison d'être, c'est de faire planter des plantes et de faire vivre des organismes. Une plante, sa raison d'être, c'est de s'épanouir. Un animal, c'est de survivre. On a, nous, chacun une raison d'être. Sylvain a commencé comme ça, en disant qu'à un moment donné, il y avait un bascule dans sa vie où il avait compris que sa raison d'être individuelle, c'était probablement de faire autre chose que de s'occuper de cette entreprise dans laquelle tu pensais travailler. En fait, le vrai sujet, la vraie aventure collective des grandes entreprises, c'est quelle est la raison d'être collective. Et là, je vous invite chacun d'entre vous à réinterroger la raison d'être qu'on vous a communiquée, le purpose de votre entreprise. Dans la plupart des entreprises, c'est lettre morte. C'est une initiative de communication sur un PowerPoint pour des investisseurs. Et une raison d'être, c'est très sérieux. Une raison d'être, c'est pas juste « je veux faire du bien dans le monde », c'est l'affirmation précise d'une contribution positive apportée par l'entreprise à quelqu'un, à une communauté, à quelque chose en dehors de l'entreprise. C'est affirmatif, c'est pas défensif, c'est inclusif, tout le monde peut y participer. Et dernier point, c'est inaccessible. Quand Kennedy dit, au début des années 60, c'est ça, au peuple américain, on va aller sur la Lune, est-ce que c'est une raison d'être collective? Non. Parce qu'il y a une capacité à gagner ou perdre. Et le vrai enjeu de la raison d'être collective, c'est qu'on n'est pas dans un jeu où on gagne ou on perd. Il n'y a pas un moment où ça s'arrête. C'est un jeu infini qui continue, qui est celui de l'adaptation au vivant. Et donc, il y a quelques manières comme ça de penser une raison d'être. Et moi, j'incite chacun d'entre vous à la réinterroger dans l'entreprise pour s'assurer, qu'elle soit bien pensée, bien précise, et surtout qu'elle soit bien déclinée dans l'ensemble de l'entreprise. Parce qu'à partir du moment où on connecte une raison d'être collective à la raison d'être individuelle de quelqu'un comme Sylvain, imaginons que Sylvain soit resté dans l'entreprise, ça c'est banco, c'est jackpot. Parce qu'on libère l'énergie d'un Sylvain dans l'entreprise, et Sylvain, il a 10 autres camarades qui s'appellent Sylvain et qui ont des raisons d'être un peu similaires. Et là, le patron dont on parle, là, il a gagné, là, il a convaincu. Parce qu'il a dit, moi, je vais vous emmener là, et derrière, il y a des Sylvains qui disent, moi, j'ai aussi envie d'y aller, et j'ai envie d'y aller de manière positive. Sylvain, on ne va pas le garder dans l'entreprise, dans la grande entreprise, en lui disant, mon coco, on va te faire un super reporting RSE. Ça va être génial. Tu vois, et puis on va cocher les cases de la taxonomie. Non, Sylvain, il faut lui montrer du positif. Je vais faire retomber du mauvais côté. Tu as employé le terme greenwashing. Hein, et c'est clair qu'en ce moment, il y a quand même une petite tendance à avoir des entreprises très belles, très bien notées ESG, et on s'interroge sur leur raison d'être. Alors, Anne-Catherine... Si vous pensez à quelqu'un, vous pouvez le dire. Il y a un exemple relativement... On veut des noms. Hein. C'est pas compliqué. Il y en a un qui est assez public à l'heure actuelle qui s'appelle Orpea. Et en fait, alors,
c'est vrai qu'il faudrait pouvoir cloner Sylvain, mais vous savez tous que le clonage humain n'est pas encore arrivé au Il y a niveau quand même un nécessaire. basculement collectif sur cette table ronde, c'est-à-dire qu'on est tous en train Alors, de parler de Antoine- manière obsessionnelle de Sylvain. Antoine a raison. Sylvain reste un être humain. Hein. C'est comme Zidane, à un moment donné, il met un coup de boule. Quoi. Il nous montre qu'il reste quelqu'un comme les autres. Quoi. Hein. Je pense qu'il a ses défauts, d'ailleurs, tu nous le diras à la fin. Vous pouvez voir que nous ne sommes donc pas des catastrophistes sinistres, mais des gens qui essaient de vous montrer à quel point tout ça est en fait porteur non seulement de sens, mais d'énergie positive. Et ça, c'est quand même vraiment, s'il y a une seule chose que vous pouvez retenir peut-être de cette table ronde, c'est ça. Et pourquoi j'en reviens à Orpea? C'est qu'en fait, ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est de faire entrer tout ce qu'on vient de dire dans les logiques de compliance, qui est un métier que vous connaissez bien, dans j'ai une batterie de cases, et il faut que j'arrive à faire rentrer des ronds dans des carrés, c'est-à-dire des données ESG, dans ma logique de compliance avec BAL 3, Solvat 2 et toutes les réglementations que vous connaissez bien. Et en fait, on s'est perdu. On a perdu complètement dans cette logique-là cette façon, enfin, la capacité à intégrer tout ce qu'on vient de dire. Et donc, j'en reviens à Orpea. En fait, ils avaient des bonnes notations ESG ou RSE. Pourquoi? Parce qu'ils avaient très bien compris la logique qui consistait à dire je vais bien cocher toutes les petites cases qui vont faire je suis un bon élève et on ne verra pas tout le reste qui est l'impact de mon activité, qui est le fait que pour plein de raisons qui sont publiques aujourd'hui, les gens qui sont dans mes établissements ne sont pas bien traités. Et donc on est bien dans du RSE washing, c'est-à-dire je me suis débrouillé pour être bien noté en cochant les cases et en faisant de la compliance RSE, versus ma priorité et ma raison d'être, c'est de bien traiter les gens qui payent souvent très cher le fait d'être pensionnaire au sein de mes établissements. Et donc là-dessus, on a aujourd'hui un problème qui est encore une fois un problème de culture et de formation, qui est de se dire on n'est pas là pour cocher des cases, on est bien là pour savoir à quoi ça sert de le faire et en quoi je suis en train de redonner un autre cap à mon entreprise qui a que des aspects positifs. Un, parce que je gère mes risques. Deux, parce que je garde les talents qui sont ceux dont j'ai besoin pour continuer à exister. Noam, peut-être un autre point d'alerte. On l'a senti tout à l'heure quand on a évoqué la neutralité carbone. Alors, est-ce qu'on doit avoir peur de la neutralité? Enfin, est-ce que la neutralité carbone n'a pas un petit côté aussi je coche bien et en fait, c'est pas de ça dont on doit parler? Alors, la neutralité carbone, j'ai cru comprendre que dans le monde entier, toutes les entreprises maintenant seront neutres en carbone en 2050. Bon, j'attends de voir encore comment. Et je pense que c'est là aujourd'hui l'enjeu, c'est de savoir comment, effectivement, et pas dans 50 ans, ni dans 20 ans, ni dans 10 ans, mais tout de suite. Et donc là, aujourd'hui, vous savez qu'on a des outils, notamment à l'ADEME, qui s'appelle ACT, Assessing Low Carbon Transition, que j'encourage, et Sylvain en a parlé à table hier, donc je pense qu'on a fait une bonne communication, donc je vous encourage aussi à vous emparer de cet outil. C'est pas simplement se donner un objectif en 2050 à où est-ce que je dois aller et quel objectif je me donne, qui serait aligné avec la science, Science-Based Targets, ce que vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est de savoir si aujourd'hui, mes investissements que j'ai prévus cette année, l'année prochaine, dans 3 ans, ils sont effectivement alignés avec l'objectif que je me donne. Parce que c'est pas tout de se dire j'ai un bel objectif en 2050, c'est de le prendre vraiment ce chemin tout de suite. Et donc avec cet outil, vous allez pouvoir mesurer si oui ou non vous êtes sur la bonne trajectoire que vous vous êtes donné par rapport à votre secteur d'activité, par rapport à aussi le pays dans lequel vous vous situez, par rapport aux sources d'énergie, etc. Donc ça, c'est un outil qu'on vous propose et vraiment, je vous encourage à vous en emparer. Un peu de pub parce que tu en as fait, on bosse bien ensemble. Tout ce qu'il dit est vrai. Agile, agile, positif, et vraiment n'hésitez pas à aller voir l'ADEME parce que c'est un super partenaire. On a bossé sur plein de contenus de formation et c'est un bonheur d'avoir comme ça ce rapport au service public. On a parlé de la façon dont chacun de nous on peut jouer un rôle. Et alors très rapidement, parce qu'on n'a plus tellement de temps, mais Sylvain encore, je voudrais te demander de nous parler d'entrepreneur pour la planète. Et ça, c'est un rôle que beaucoup d'entre vous pourraient peut-être jouer. Explique-nous ce que c'est. Tu me confirmes qu'on aura quand même le mot de la fin, parce que j'ai quand même d'autres messages à faire passer. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que donc moi, je suis très investi dans une association qui a été fondée il y a 2 ans, qui s'appelle Entrepreneurs pour la planète. Il y avait une question tout à l'heure, justement, c'est comment est-ce qu'on essaie de toucher les entrepreneurs qui sont pas faciles à toucher, quelque part, parce qu'on a toujours tendance à parler toujours à ceux qui écoutent. Et pour moi, c'est ça, Entrepreneurs pour la planète. C'est une association d'intérêt général qui a pour objectif de faire se rapprocher le monde économique et le monde de l'environnement à travers le mécénat de compétences, où en fait, on propose à des dirigeants d'entreprises
entreprises d'un territoire de venir faire du mentorat auprès de porteurs de projets environnementaux du même territoire. Et ça, on le déploie territoire par territoire dans toute la France avec deux objectifs. L'un, c'est que l'entrepreneur, le dirigeant qui a toute cette compétence business, son réseau, apporte tout ça quelque part aux porteurs de projets. Mais ça, à la limite, c'est rien de différent qu'un réseau entreprendre, etc., hormis le fait qu'on est quand même sur des projets à impact. La différence subtile, c'est qu'on croit sincèrement au fait qu'au contact de porteurs de projets qui réfléchissent à l'environnement toute la journée, mais en fait, il va y avoir une sensibilisation petit à petit, un peu en reverse mentoring du dirigeant qui va commencer à se dire mais comment ça se fait que moi je suis un dirigeant, lui il est dirigeant et on ne réfléchit pas pareil en fait. Et il réfléchit modèle économique différemment, etc. Et donc on pense que dans cette relation peut naître quelque chose d'assez incroyable. Et puis surtout, ça fait un esprit de communauté où sur tous les territoires de France, on se retrouve avec des entrepreneurs qui sont venus avec quelque chose qui est assez facile, c'est je vais mentorer, et qui en ressortent avec des entrepreneurs autour d'eux qui se posent les mêmes questions. Alors moi je pense que des communautés d'entrepreneurs engagés, il y en a plein, mais c'est vraiment important que ça soit la CEC, que ce soit la communauté du coq vert de BPI, que ça soit chez Entrepreneurs pour la planète, les dirigeants responsables de l'Ouest, entrepreneurs d'avenir, il y en a plein, mais rentrer dans des communautés pour partager entre pairs, parce que c'est comme ça qu'on va créer un mouvement et de mobilisation générale. Votez Sylvain. On arrive presque au terme de nos échanges. Alors, je voudrais vous redonner la parole un peu, chacun de vous, sur votre message fort. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Je crois qu'on peut statuer sur l'optimisme, mais qu'est-ce qu'on doit vraiment mémoriser, Noam? Moi, en une phrase, transformez vos risques en opportunités et on est là pour vous aider. Très rapide. Hein. Sylvain? Moi, j'avais deux messages, mais j'ose pas du coup, mais je vais le faire quand même. Moi, le premier, c'est... Tu peux, on sait que tu parles vite. Je me permets, je parle vite. Mais le premier, c'est pour rebondir sur ce que tu disais sur la raison d'être. La raison d'être, c'est essentiel, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que ça suffit pas, malheureusement. Et moi, j'adore les travaux qui ont été faits par l'ADEME, qui s'appelle Scénario Transition 2050, où en fait, le constat, il est alarmant. C'est qu'on a beau redéfinir sa raison d'être, on a beau vouloir la transition écologique, on n'est pas tous d'accord sur ce que ça veut dire. Entre la génération frugale et le pari réparateur, ce n'est pas le même projet. Donc si déjà on n'est pas d'accord sur le cap, il y a un moment, il va falloir qu'on se réaligne quand même et qu'on ait un débat démocratique et qu'on puisse avoir une vraie discussion, compte tenu du contexte que l'on a compris. Voilà ce qu'on a envie d'engager comme transition. Et c'est un sujet qui est grave parce qu'on n'en est pas au début de la résolution du problème. Donc lisez Transition 2050, il existe en 600 pages, en 20 pages ou en 6 pages. Commencez par 6 pages. Mais c'est super intéressant de se rendre compte que ce n'est pas si simple la transition, il y a plein de scénarios. Et mon autre message, c'est que moi, Al Gore, il m'a responsabilisé. Il m'a dit, si ce n'est pas vous, jeunes actionnaires d'entreprises familiales, qui vous bougez un peu pour faire bouger les choses, mais je vous adresse pareil, si ce n'est pas vous, risk manager, quand même dans les fonctions que vous avez, qui arrivez à porter ce sujet, qui a quand même un problème, que ça va être embêtant, et que vous faites remonter ça très haut dans vos directions générales, j'ai envie de dire qui le fera à votre place, quoi. Anne-Catherine. Alors, je vais essayer de faire très court. C'est vrai qu'il est important de ne pas considérer qu'on peut faire de la transition en mettant des petites touches vertes dans un tableau qui finira par être, par exemple, tout vert. Il faut vraiment passer à une transformation de l'ensemble de ces métiers et de révolutionner déjà l'ensemble de ces systèmes référentiels. Et puis, j'imagine que certains d'entre vous ont vu Don't Look Up. Et en fait, dans le film, il y a tous les look up. C'est-à-dire tous ceux qui regardent la réalité de ceux qu'ils doivent affronter et qui, du coup, mobilisent et agissent. Et donc, que vous soyez le plus look-up possible. François. Oui, deux choses peut-être. La première, c'est qu'à mon avis, le débat sur mais les Chinois, ils font pas comme nous, est complètement dépassé parce que ça n'a rien à voir avec l'enjeu, d'une part, et d'autre part, on sous-estime ce que peuvent faire les Chinois pour plein de raisons, et notamment parce qu'ils ont un régime extrêmement autoritaire. Donc le jour où ils voudront faire des choses, ils le feront très vite. Et ils font déjà des choses. Ça fait 10 ans que chaque fois que je vais à Shanghai, je suis frappé du fait que tous les scooters sont électriques. Il n'y a plus un scooter thermique à Shanghai depuis 10 ans. Je n'ai pas encore vu une ville de France où c'est le cas. Donc l'enjeu, il est planétaire, l'effort, il sera planétaire là où il ne l'est pas encore. Et puis deuxième point, c'est juste, à notre toute petite échelle, nous, on fait des efforts, c'est un peu notre métier, on compense, etc. Si vous le faites à l'échelle de vos groupes, on peut être plus qu'optimiste. Donc je vous encourage non seulement à le faire, mais à le faire avec enthousiasme.
Alors moi, deux mots du dictionnaire et une citation. Les 2 mots du dictionnaire, c'est impact et raison d'être. Rouvrons les dictionnaires, réinterrogeons notre définition personnelle de ces 2 notions. Et la citation, c'est celle de Valérie Masson-Delmotte, que vous connaissez probablement, qui était triturée, interrogée, questionnée par les sénateurs dans une commission, qui lui disait « Mais donnez-nous la clé, la prochaine action, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, des frameworks, on veut des choses, on veut du reporting, aidez-nous à vous aider ». Elle leur a répondu « Ce qui vous manque et ce qui nous manque collectivement, c'est le courage ».